Vous êtes administrateur d'une société, vous avez de l'argent sur vos comptes en banque, pourquoi ne pas investir en société dans l'immobilier? On en parle dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative réalisée en collaboration avec Imovlan, Eloya, PNV, Belcharge et Brico. Et comme à chaque fois pour chaque épisode, une belle bande d'experts, de passionnés à mes côtés. On retrouve un visage que vous adorez. Eric Spitzer est avec nous. Bonjour Eric. Salut David, salut tout le monde. Attila, la star des réseaux sociaux, on peut le dire, hein, des cadeaux, en veux-tu, en voilà. Comment il va celui-ci? Très bien, merci et toi. Quel est le dernier cadeau que tu as reçu là? J'ai reçu des bouteilles de vin rouge d'Espagne. On t'envoie toujours des bouteilles, hein, faut... Effectivement, je comprends pas pourquoi. T'en as pas ramené pour les collègues? J'en collègues? bois pas autant. C'est vrai que la prochaine fois j'en mets aussi. Je te dis. Et puis c'est sa toute première, c'est notre invité du jour, Anthony Bochon, avocat. Il est avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour David. Pas trop stressé avec ces énergumènes à côté de toi? Non, Tout va bien se passer. Tout va bien. On va parler effectivement de cette question d'investir en société. Vous êtes nombreux à nous l'avoir envoyé en commentaire sur Instagram, sur YouTube. Vous n'hésitez pas. Posez vos questions aussi sur le numéro WhatsApp qui est juste ici en dessous. On va démarrer comme à chaque fois avec le Before. Le Before, vous connaissez. Anthony, tu ne connais pas cette séquence. On vous demande de venir avec un chiffre, un titre d'article, une anecdote. Eric, on sait qu'il a rien prévu mais qu'il est occupé à chercher. Il trouvera. Anthony, t'es venu avec quoi? 120 000. Ouh. Plus de 120 000 sociétés créées l'année passée en Belgique. 120 000 sociétés, donc 120 000 potentielles sociétés qui peuvent investir dans l'immobilier. Attila, t'es venu avec quoi? Un chiffre comme d'habitude. 2 à 3 millions d'euros. C'est l'argent que vous pouvez perdre si vous ne comprenez pas le fonctionnement d'une société immobilière, c'est-à-dire l'actionnariat, les administrateurs, le conseil d'administration. Et j'aurai une anecdote que je te raconterai un peu plus tard. C'est ce que j'allais dire. Je soupçonne une petite anecdote. Ça sera dans un instant dans cette émission. Et puis Eric Spitzer, avec quoi est-il venu? 100. Avec 100, c'est-à-dire? L'achat immobilier et les frais sont déductibles à 100%. Ah. Lorsqu'on est en société, par rapport à l'opération qu'on fait en privé. On va justement parler de toutes ces questions fiscales dans un instant, les questions de transmission aussi, on va en parler, les petits montages fiscaux intéressants qui pourraient vous intéresser, ça arrive dans un instant. Mais d'abord, première question, à qui réellement s'adresse cet épisode? On dit société, mais est-ce que numéro de TVA égale société? Je suis en personne physique, j'ai un numéro de TVA, est-ce que ça marche aussi? Est-ce que cet épisode va être intéressant pour ceux qui sont en personne physique? Non, enfin, okay. Pas dans l'optique dans laquelle on est aujourd'hui, parce que la société, on va dire, le principal élément, c'est que la société est une personnalité juridique distincte. Okay. Je suis indépendant et j'ai une vie privée, mais je suis encore moi-même. Et donc, il n'y a pas de distinction. Si j'achète un bien en privé professionnel et que les choses tournent mal, je suis un et indivisible. Une société, c'est différent. Et c'est vrai que ce concept de personne morale va être très déterminant sur tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc vraiment, c'est important, retenez bien ça. On parle des personnes morales, donc des SRL, des SA, de toute forme de société. Les ASBL, associations, Anthony, ça marche aussi ou pas? Les ASBL, les fondations privées aussi. Certaines parfois achètent leur bâtiment aussi, donc est-ce que ça peut être intéressant pour celles qui nous regardent? Oui, tout à fait. Parfait. Sachant que les ASBL ne sont pas taxés, donc évidemment l'aspect fiscal l'intérêt fiscal disparaît puisqu'une ASBL en principe n'est pas taxée. Alors pourquoi aujourd'hui investir dans l'immobilier en société serait quelque chose d'intéressant plutôt qu'investir dans son core business, dans sa société? Pourquoi c'est intéressant d'y réfléchir, Attila? Je pense qu'on a une activité économique presque qui peut être dans plusieurs domaines différents. À un moment donné, si on a un excès de trésorerie, il est intéressant toujours de placer cet argent dans un patrimoine immobilier, parce que ça va être plus rentable que de laisser simplement sur un compte en banque, où on a des intérêts qui sont très bas. Donc le rendement immobilier, ça va s'avérer être plus intéressant. Eric, question bête, cas pratique, toi tu es CEO d'Imovlan. Oui. Est-ce qu'Imovlan investit dans l'immobilier, son large bénéfice qu'on peut admirer sur le moniteur belge? Imovlan, à la Banque nationale. À la Banque nationale, oui. Imovlan n'investit pas dans l'immobilier parce que c'est d'abord une association entre plusieurs... il y a plusieurs actionnaires là-dedans. Mais par contre, au niveau des actionnaires, il y a des gros investissements qui sont faits dans l'immobilier. Donc effectivement, lorsqu'on génère du cash dans une entreprise ou dans une activité, il faut bien faire quelque chose avec ce cash. Soit c'est très temporaire et alors on se dit qu'on garde des réserves pour payer des fournisseurs un peu plus tard, mais si c'est quelque chose de plus structurel où on a une entreprise qui génère du cash flow, il faut essayer d'en faire quelque chose pour éviter que ça perde de la valeur avec l'inflation. Et donc
qui est l'une des options très pertinentes, c'est l'immobilier. Et c'est vrai que le Belge, il est connu pour épargner, laisser son argent sur son compte en banque et ne rien en faire. C'est vrai que c'est la même logique pour une société. S'il y a de l'argent dessus, autant essayer de le faire fructifier. Investir dans l'immobilier, c'est une chose. Mais est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels les sociétés investissent aujourd'hui rapidement, ou c'est que l'immobilier qu'on conseille généralement, Anthony ? L'immobilier est une priorité parce que beaucoup de sociétés aussi louent à un moment donné et parfois elles choisissent de maîtriser leur destin immobilier, de maîtriser l'outil. Je pense aux professions libérales et en particulier aux professions médicales. Mais sinon, effectivement, dans les investissements qu'on observe aussi, tout ce qui est produits financiers ou même le marché de l'art, qui évidemment s'avère aussi un investissement important pour certaines sociétés. Ok, mais donc effectivement, cet épisode, il a pour but de se focaliser sur l'investissement dans l'immobilier, mais en société aussi, et c'est une information qu'on peut investir dans d'autres choses. Et tu disais, Eric, en off, qu'on peut investir finalement dans tout ce qu'on veut. On peut investir dans tout ce qu'on veut, il faut juste faire attention à la classe de risque vers laquelle on veut aller. On peut investir dans de la crypto, mais c'est beaucoup plus risqué que dans des bons de caisse, mais tout est possible, effectivement. J'ai une société, à partir de quel moment, à partir de quel montant, donnez-moi un chiffre, à partir de quel montant sur mon compte en banque, en fin d'année, on fait le bilan, il me reste 50 000, il me reste 100 000, 150 000, à partir de quel montant on peut se dire, ok, c'est le moment d'investir dans l'immobilier ? À partir de tout montant, je dirais quelques dizaines de milliers d'euros. Tout dépend en fait de la génération du cash flow, donc le cash que génère la société au fil des années, le résultat financier. Le banquier qui va financer le bien, il va regarder le résultat financier. S'il y a assez de cash qui est généré par l'activité pour rembourser le crédit qu'on demande, le banquier va sans doute se dire ok, on va vous suivre. Évidemment, il faut mettre ce qu'on appelle l'effort propre. C'est la même chose qu'en privé, donc il faut en général mettre, allez, on va dire 20% de l'achat plus les frais. Donc, quelques dizaines de milliers d'euros, je dirais que, allez, si tu me demandes un minimum, je dirais 50 000 euros. En privé, Anthony, on dit souvent qu'il faut investir le plus rapidement possible. Est-ce que cette philosophie-là peut aussi être partagée à ceux qui ont une société, de leur dire, dès que vous avez 20-30 000 euros, investissez très vite quand même malgré tout dans l'immobilier parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec votre core business. Est-ce que c'est aussi une logique qu'on peut transmettre et dire aujourd'hui dans cet épisode ? Je ne crois pas, parce qu'il y a un test de solvabilité à garder dans les entreprises et en particulier, il faut avoir plusieurs mois de son chiffre d'affaires de côté. Parce qu'effectivement, beaucoup de secteurs, et on l'a vu et qu'il y a 2-3 ans avec le Covid, ont été affectés. Il faut pouvoir tenir le coup. Et donc, il vaut mieux pouvoir garder des réserves en cas de coup dur sur l'activité elle-même. Parce qu'effectivement, investir, ce sera divertir finalement les ressources qu'on peut utiliser pour maintenir l'activité. Vous n'êtes pas banquier, tu l'as été, Eric. Dans une autre vie. Anthony vient de nous dire qu'il fallait pouvoir mettre quelques mois de côté. Est-ce que les banques ont une règle qui dit que quand on veut investir en société, on va vérifier que vous ayez 3 mois, 6 mois, 1 an avant de pouvoir dire ok, on y va, on peut y aller. La banque va vérifier la continuité sur plusieurs années de l'existence des capacités de remboursement. Donc si tu fais une année fantastique parce que les affaires ont très bien été, tu as commercialisé un nouveau produit, peu importe, et que tout d'un coup tu as plein de cash, quelque part ça ne suffira pas si les autres années ne sont pas aussi positives que ça, parce que c'est un crédit. On emprunte sur moins longtemps en société en général, maximum 15 ans. Donc les banques, la capacité de remboursement est plus forte. Donc les banques vont être aussi plus regardantes sur le long terme. Parce qu'effectivement, avoir une bonne année, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. On parle des banques. Justement, on va s'intéresser maintenant au comment, finalement. Comment investir dans l'immobilier, le processus d'achat. Et j'imagine qu'il est assez similaire que quand on achète en privé. Mais les banques, par exemple, est-ce qu'il faut minimum 3 bilans ou déjà après un premier bilan, on peut déjà convaincre une banque de nous prêter de l'argent pour investir dans l'immobilier. Attila, est-ce que tu as une expérience par rapport à ça ? Oui, bien sûr. Enfin, moi, la plupart de mes investissements, c'était au bout de 2-3 années de bilan comptable. Parce qu'ils doivent effectivement vérifier qu'il y a une récurrence dans le chiffre d'affaires, qu'on a un chiffre d'affaires qui est stable ou éventuellement en progression, de manière à pouvoir avoir suffisamment de crédit, je l'entends, d'assurance pour pouvoir emprunter au sein de la banque. Oui, et puis les banques vont être assez regardantes aussi en fonction du secteur d'activité. Ouais. Sans vouloir taper dessus, l'Horeca, c'est pas le meilleur ami des banques parce qu'on sait que ça peut être très fluctuant. Il y a des travaux dans la rue, tout d'un coup, le chiffre d'affaires diminue de plus que 50%. C'est pas de la faute de l'exploitant, mais voilà. Donc il y a aussi des secteurs qui sont assez réglementés et tous les secteurs ne sont pas égaux, quoi. Et en même temps, l'Horeca, on pourrait dire, Anthony, que ça pourrait leur faire du bien d'être propriétaires de leurs biens. Plutôt que payer un loyer qui est souvent parfois très élevé. Mais donc l'Horeca, clairement, c'est un secteur où on va dire mollo, fait quelques années, loue pendant... Et puis après, peut-être qu'on verra. Oui, c'est un secteur, vraiment, c'est l'exemple type, c'est un des secteurs avec la construction qui est le plus touché par les faillites, en particulier en région bruxelloise. Mais c'est aussi un secteur dans lequel la maîtrise même, effectivement, de l'immobilier est important.
mais aussi après l'affectation, qu'est-ce qu'on peut faire du bien en fait si on cesse l'activité Horeca. Donc il faut aussi parfois penser à l'après. Si on arrête une activité dans des lieux donnés, on a des restaurateurs parfois connus qui arrêtent après 30 ans de carrière, ils remettent pas leur restaurant. Qu'est-ce qu'on fait du bien? Parce qu'il y a aussi l'affectation urbanistique, évidemment, il faut garder en tête, et les transformations qui seraient nécessaires pour éventuellement transformer le bien, par exemple, en logement. On parle de l'Horeca, il y a des startups peut-être qui font des levées de fonds, qui lèvent 500 000, 1 million par exemple, 1 million d'euros. Et dans le plan financier, effectivement, on se rend compte que le loyer de l'entrepôt, du bureau, du studio peut-être, est très élevé et que ce serait financièrement plus intéressant d'acheter. Mais la société, entre guillemets, elle vient peut-être d'être créée. Est-ce que si les capitaux qui sont sur le compte sont suffisamment élevés, est-ce qu'on peut quand même bypasser cette règle du 2-3 ans de bilan? On peut toujours la bypasser. Ouais. C'est pas une règle absolue. Un banquier va accorder un crédit sur 2 critères, toujours les mêmes. C'est la même chose pour les privés. C'est les capacités de remboursement et les sûretés. Donc les capacités de remboursement, c'est est-ce que je peux dormir sur mes 2 oreilles si en me disant ok, je vais être remboursé pendant la durée du crédit? Oui, non. Et si jamais les choses tourne mal, est-ce que je vais pouvoir récupérer mes sous avec la vente du bâtiment? Alors un entrepôt ou un studio ou un espace de bureau, ça va sans doute plus facilement se vendre qu'un rez-de-chaussée commercial. Donc les banques vont regarder les 2 choses, et si l'effort propre au travers d'une levée de fonds est plus important et qu'on ne doit plus emprunter que par exemple 50% de la somme parce qu'on a 50% d'effort propre, ça va aussi rassurer le banquier. Il y a des règles, mais je sens quand même de la flexibilité, on peut discuter. Le document le plus important, ça reste le bilan, on est d'accord? Ça reste le bilan. Est-ce qu'il y a d'autres documents qui peuvent être utilisés? Imaginons mon bilan n'est pas finalisé, mais j'ai signé des gros contrats. Est-ce que je peux aller à la banque avec le bilan de l'année précédente et les gros contrats que j'ai signés en disant voilà, mon chiffre d'affaires il est garanti? De toute façon, le bilan ne suffira pas. Okay. Donc, un banquier sur un investissement immobilier va aussi demander d'où vient le chiffre d'affaires. Alors, si on se rend compte que, par exemple, 80% du chiffre d'affaires dans une société avec de la consultance, par exemple, est fait avec 1 ou 2 clients, la banque, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais, et la banque le fait aussi, va demander le contrat. Elle dit, tiens, vous avez un contrat jusqu'au quoi, à la fin de l'année? Non, c'est un contrat pendant 5 ans. Ok, là, elle est rassurée aussi. Donc, ça va être aussi d'avoir le détail de ce bilan. Le bilan, c'est la photo à un moment de ce qu'une entreprise a et doit. Mais il faut aussi avoir beaucoup plus d'informations, on va dire, de précision par rapport au bilan. Donc plus on a de documents, plus on peut rassurer le banquier, mieux c'est toujours ça la logique. Attila, toi qui as l'habitude d'acheter en société de nombreux immeubles, est-ce que tu peux dire que justement la relation avec la banque, elle est positive? La banque est ton ami, ou tu as eu le sentiment quand même de devoir batailler à chaque fois pour convaincre? Au départ, c'est plus compliqué. Après, à partir du moment où on a commencé à avoir certains actifs dans son entreprise, forcément, c'est plus facile parce que la banque a plus de garanties. Je me rappelle sur mon premier projet d'achat-vente, mais bon, c'était en société, donc ça revient un peu à ce qu'on discute. Là, c'était très compliqué parce que ma société existait depuis 1 an et demi. J'avais plus ou moins 200 000 euros de fonds propres. J'avais besoin de 500-600 000 euros. Donc, j'ai dû justifier, donc par mon expérience, passé que l'opération dans laquelle je veux m'engager est rentable. Mais si toi, demain, tu vas à la banque, tu as une activité aujourd'hui de présentateur ou organisateur d'événements, tu as un bilan de 200 000 euros, enfin, tu as 200 000 euros de fonds propres et tu veux faire un projet immobilier, pour toi, ça va être très compliqué. Ouais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'historique, tu n'as pas de preuve de ce que tu avances en termes de chiffres, en termes de faisabilité d'opération et en termes de retour sur investissement. Donc là, peut-être qu'ils vont moins prendre de risques de te financer. Anthony, il y a beaucoup d'entrepreneurs que tu accompagnes qui viennent te poser cette question. Tiens, est-ce que c'est intéressant d'investir dans l'immobilier? Quels sont finalement les vrais arguments, les vrais avantages que tu donnes à tes clients pour dire oui, investis en société? Quels sont les gros avantages? Il y a des questions de 2 ordres en fait. Opérationnel, c'est véritablement volonté de maîtriser l'immobilier si c'est pour abriter l'activité professionnelle. Ouais. Notamment, je pense effectivement, l'exemple même, c'est le dentiste belge, qui est l'exemple connu même des banquiers, comme l'investisseur type. À un moment donné, on sait quelle est sa patientèle, on sait la taille de son activité, on s'établit, on choisit l'endroit et on bouge plus tellement parce qu'on a une relation aussi avec le territoire, avec l'environnement urbain. Et puis évidemment, il y a aussi une question, mais que faire effectivement des bénéfices qui sont accumulés? Idéalement, effectivement, il faut savoir y réserver un sort, en particulier par le fait que se verser des dividendes en société est devenu quand même au fil des années beaucoup moins intéressant. Oui. Et ça, c'est un élément qui évidemment oblige à penser l'utilisation des fonds qui sont en société. Alors bien sûr, on se rémunère comme dirigeant d'entreprise, c'est une méthode évidemment classique, il faut bien vivre, mais il faut aussi penser effectivement avec le surplus qu'on accumule idéalement quand les affaires vont bien, et effectivement le choix de l'investissement immobilier est quand même un très bon choix à ce niveau-là. Dans un instant, une anecdote incroyable d'Attila, une anecdote, on va parler de plus de 2 millions, c'est ça, de pertes? 2 à 3 millions. Voilà, donc ça arrive dans un instant.
intéressant. On va aussi revenir sur toutes les questions de transmission, comment faire passer un bien privé qu'on a acheté, un bien en société en privé. Donc restez bien avec nous et n'oubliez pas que vous pouvez toujours réagir aussi sur le WhatsApp de l'émission. Le numéro s'affiche juste ici en dessous. Est-ce qu'il y a des vrais avantages fiscaux à acheter en société plutôt qu'en privé? Est-ce qu'il y a des grandes différences entre les deux? Et je rappelle qu'on a fait un épisode sur investir en société et VS en privé, mais c'est toujours bon parfois de rappeler certaines choses. La principale différence, et elle est à l'avantage d'acheter en société, c'est que en société, tu payes avec ton brut, alors qu'en privé, tu payes avec ton net. Si j'achète en privé et que j'ai un remboursement de 1 000 € par mois, 1 000 €, ils viennent de mon salaire net, évidemment. Il a été taxé, voilà. Par contre, si j'ai 1 000 € à rembourser en société, c'est 1 000 € qui sont bruts. Et donc, fatalement, c'est pas après impôt. Donc, le cash disponible est plus facilement utilisable. Il y a des désavantages à ça, mais l'un des principaux avantages, c'est brut par rapport à net. D'autres avantages, Attila? Acheter en société Ouais. plutôt qu'en privé. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a des avantages. Si c'est un petit patrimoine, si c'est un gros patrimoine. Et ce qui est intéressant en société, c'est à partir du moment où on génère des bénéfices en fin d'année. Donc, je vais donner un exemple, on va dire, je sais pas, une société informatique qui réalise en fin d'année qu'elle aura un bilan provisoire où elle aura 150 à 200 000 € de bénéfices imposables. Donc, il va passer à la caisse sur 200 000 €, 25%, c'est 50 000 €. Donc, pour éviter de payer l'impôt sur cette somme-là, ce qu'il peut faire, c'est acheter un immeuble, par exemple, à 1 million d'euros. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il va payer 125 000 € de droits d'enregistrement qui sont 100% déductibles de l'entreprise. Donc, sur l'assiette imposable, au lieu d'être imposé sur 200 000 €, il va être imposé sur 75 000 €. Donc, son impôt va être réduit à 10-15 000 €. Donc, autre avantage fiscal, la déduction à 100% des droits d'enregistrement. Exactement, sur un exercice. Est-ce qu'il y a d'autres avantages fiscaux intéressants? C'est vraiment la déductibilité en général, qui est véritablement Donc, tu déduis le le mécanisme. capital, les intérêts, les droits d'enregistrement. Tu déduis tout. Voilà. Après, en tant que particulier qui veut acheter un petit investissement ou un immeuble de rapport, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'il doit créer toute une structure, créer une société, ça demande des frais comptables, ça demande des connaissances en gestion d'entreprise. Donc, ça va peut-être pas être facile pour lui. Et surtout, s'il investit en privé, faut pas oublier une chose, c'est qu'il n'est pas taxé sur le revenu locatif. Il paye son précompte immobilier, il insère son RC sur sa déclaration fiscale en fin d'année, mais les revenus ne sont pas imposés. Et de plus, au bout de 5 ans, il est libre de revendre son bien sans plus-value. Par contre, en société, c'est pas possible. Autre différence, parlons des revenus locatifs. Vrai sujet. On en a parlé notamment dans les émissions politiques, la taxation des revenus locatifs, puisque c'est aussi le but d'un investissement. Ok, on investit, on revendra peut-être plus tard, on fera une plus-value, mais si on peut en plus récupérer des revenus locatifs, ça peut être intéressant. Comment ça se passe fiscalement, Anthony? Tu connais un peu le mécanisme C'est-à-dire qu'effectivement, si les revenus sont encaissés dans la société, c'est la société qui a l'argent. Et donc, en fait, si on doit se verser en tant que propriétaire de la société, en tant qu'actionnaire, il faut effectivement imaginer les mécanismes habituels, rémunération de dirigeants d'entreprise, éventuellement des dividendes. Ça, c'est vraiment les deux grands mécanismes qui sont utilisables pour pouvoir se verser de l'argent. Alors qu'effectivement, si avec de l'argent privé qu'on a déjà, qui a déjà été taxé sur le revenu du travail ou autre, mais effectivement, à ce moment-là, on a l'argent net sur son compte bancaire. Ça, c'est évidemment, il y a moins d'étapes, mais tout dépend effectivement de l'ampleur de ce qu'on doit évidemment acheter. Donc, la rentabilité est moins intéressante, enfin pas la rentabilité, pardon. L'argent net que tu peux avoir dans ta poche est moins intéressant quand tu es en société. Pourquoi? Parce qu'en fin d'année, n'oublie pas, admettons que tu loues ton appartement à 1 000 € par mois. En fin d'année, ça fait 12 000 €. N'oublie pas une chose, d'abord tu es imposé à hauteur de 25%. Impôt sur les sociétés. Ouais. Ensuite, 12 000 moins 25%, ça va faire grosso modo 8 000 €. Okay. Sur ces 8 000 €, si tu veux retirer de l'argent et en faire un usage personnel, le mettre dans ta poche, tu dois payer encore 30% de précompte mobilier sur ce montant-là. Donc au final, comme du salaire, en fait, au final, tu perds 50% du revenu locatif. Donc c'est vrai que à ce moment-là, voilà, être propriétaire en particulier pour des investissements est plus rentable. Le grand avantage d'être propriétaire en société, c'est vraiment à l'échéance. Okay. C'est lorsqu'on va parler de transmission, de succession, de donation. Voilà, donner des parts sociales va te coûter beaucoup moins cher que donner la propriété de ton bien ou payer les successions. Eric, tu hoches de la tête, tu veux dire quelque chose ou pas ou c'est... Non, la taxation en société, effectivement, c'est un revenu qui rentre dans le cadre des activités de la société et donc ils sont taxés. Pourquoi est-ce qu'ils sont taxés? Parce qu'ils ont déduit les droits d'enregistrement, ils amortissent le bien sur 33 ans, mais ils l'amortissent quand même. Donc il y a toute une série de déductions fiscales. Donc quelque part, c'est ce que je dis souvent, Dieu donne, Dieu reprend, Dieu étant le ministère des Finances, l'administration fiscale. Et donc ce qu'on peut déduire d'un côté, fatalement on est taxé dessus de l'autre. Alors ça permet quand même de se construire un patrimoine.
immobilier, en société certes, mais comme on est le propriétaire de la société, ça fonctionne. Mais donc il faut savoir qu'on a une bonne nouvelle d'un point de vue des déductions au départ, et puis à la fin, les loyers sont taxés en effet. Au niveau pratico-pratique, par rapport aux revenus, j'achète un immeuble, j'en fais un investissement locatif. Je fais un bail, donc sur le bail il y a le nom de ma société et pas mon nom en tant que privé, et en fait tous les mois le propriétaire paye en fait sur le compte de la société le loyer, c'est ça? Locataire. Oui, le locataire. Oui, le locataire paye sur le compte de la société, Oui. et c'est un revenu, et à la fin de l'année. Sauf que dans le compte de résultat de la société, tu auras l'activité de la société, l'activité commerciale classique, et puis tu auras aussi une ligne loyer perçu. Ok. Les loyers perçus, ce sera, si c'est 1 000 € par mois, ce sera 12 000 €. Il y aura les frais. Tous les frais d'entretien sont aussi déductibles. La société étant propriétaire, tous les frais qui sont afférents sont déductibles dans le cadre de, on va dire, du compte de résultat. Et puis, il y aura ce net qui sera taxé en plus. Mais donc au niveau administratif, Attila, il n'y a pas de grosses démarches administratives supplémentaires. Tu achètes l'immeuble, tu signes le bail, le locataire il paye, et tu ne dois pas faire une facture tous les mois comme on ferait avec un client classique. Non, tout Non, pas du tout. automatiquement, Tu rentres sur ton compte et en fin d'année, ton comptable va comptabiliser ça sur la case revenus. Et puis si jamais la société existe déjà, ce qu'Attila disait, c'est que constituer une société juste pour ça, c'est vrai que c'est du tétracat, tu vas commencer à prendre un comptable, un TVA, machin. Si la société existe déjà, ton comptable il fait déjà ton bilan. Ouais. Donc il rajoute, tu dis simplement j'ai acheté un bien, Ouais. ça a coûté autant, ça c'est l'acte d'achat, ça c'est le loyer, ça c'est le truc, et il intègre ça dans le travail, quoi. Anthony, Eric parlait de l'amortissement sur 33 ans. Pour ceux qui sont comme moi, des nuls en fiscalité, amortissement sur 33 ans, ça veut dire quoi concrètement? C'est une technique comptable en fait. On a la valeur initiale effectivement d'un immeuble, et en fait au fil des années, chaque année, puisqu'on dépose des comptes qui durent 12 mois, eh bien la valeur va diminuer. En fait, on va véritablement diminuer progressivement la valeur dans le bilan. On a parfois effectivement le paradoxe qu'on a un certain bilan, quand on les lit, on voit que la société n'a pas forcément en apparence beaucoup de patrimoine, alors qu'en fait elle a un très important patrimoine immobilier. Oui, parce qu'elle est étalée dans le temps. Parce que c'est étalé dans le temps, et donc des sociétés beaucoup plus anciennes ont parfois, quand on regarde le bilan, c'est pas nécessairement toujours joli, mais en fait on constate qu'il y a du patrimoine derrière. Ok, mais donc, dis-moi si j'ai bien compris. Imaginons, j'ai fait 1 million de bénéfices, j'ai 1 million sur mon compte. Je me dis, tu sais quoi, je vais acheter un bien à 500 000. Comme ça, il y a 500 000 sur lequel je ne serai pas imposé. Non, c'est amorti sur 33 ans. Exactement. Et donc, ces 500 000 vont devoir... Putain, j'ai compris quelque chose. Oui. Je progresse, non, Eric? En fait, l'amortissement, sans faire un cours de compta, c'est censé représenter l'usure d'un bien. La dépréciation dans le temps. La dépréciation dans le temps, exactement. Donc, j'achète une voiture, le cas le plus classique, elle sort du garage, elle est neuve, on va considérer qu'on l'amortit sur 5 ans. Okay. Donc, une voiture de, pour faire simple, 50 000 €, c'est pas une charge de 50 000 € cette année-là. La voiture, tu l'utilises pendant plusieurs années. Donc, on va dire que cette voiture va s'amortir à 10 000 € par an chaque année. Et la première année, elle va plus valoir que 40 000, 30 000, etc. Et à la fin, 0. Et l'autre intérêt aussi, on est d'accord que quand on dit qu'on peut tout déduire, j'achète le bien, la chaudière elle pète, je dois en acheter une nouvelle, j'achète en société, je déduis. Tout à fait. Il y a une femme de ménage qui nettoie les communs, je déduis. Oui. Tout est déductible. Exactement, Pardon. tout est déductible. Ce que le Incroyable. propriétaire privé ne peut absolument pas faire en fait. Et Ouais. ça c'est évidemment la grosse différence, surtout quand il y a beaucoup de frais qui doivent être engagés à un moment donné, parce que l'investissement peut être effectivement en apparence très rentable au début, mais effectivement on se retrouve, admettons un achat même dans des copropriétés, et puis on se retrouve avec plusieurs années de travaux. Effectivement le fonds de roulement n'est pas suffisant, les fonds de réserve non plus, et à ce moment-là on se retrouve avec des vraies difficultés en termes de frais. Alors on vient de citer pas mal d'avantages à investir en société dans l'immobilier, il y a certainement aussi des inconvénients. Quels sont les warnings à mettre en évidence dans cette émission, Eric ? Principalement, alors on a parlé de la taxation des loyers, et c'est aussi la taxation sur la plus-value. Parce qu'on vient de parler de l'amortissement, donc le bien au fur et à mesure il se déprécie au niveau comptable, mais l'immobilier est plutôt, la valeur de l'immobilier monte plutôt. Alors si à un certain moment on veut revendre le bien, qu'on a acheté il y a déjà quelques années, disons qu'on l'a acheté à 400 000, il est encore dans le bilan à 320 000, et le bien vaut 500 000, eh ben on va faire 180 000 de bénéfices supplémentaires, de plus-value, et cette plus-value-là va être taxée. Ok, ce n'est pas le cas en privé. Si, aussi. Pas dans...
au-delà des 5 premières années, ce n'est plus le cas. Ok, d'autres inconvénients à l'investissement en société, Anthony? Le fait que le bien immobilier est logé dans la société. Et donc, si on veut à un moment donné mettre un terme à la société, on a effectivement un boni de liquidation, on a un pourcentage, 30% qui doivent être payés à la liquidation. Alors ça, on va creuser dans un instant, parce que c'est un vrai sujet quand on veut aussi faire revenir ce bien qui est en société. On le rappelle, hein, on a le sentiment qu'il nous appartient à ce bien, mais il ne nous appartient pas. Il appartient à la société. Indirectement. Et c'est vrai que parfois on achète le bien dans lequel on vit et on se dit à un moment donné, ce serait bien qu'il nous appartienne en privé. On en parle dans un instant. Il y a l'anecdote d'Attila aussi. On va parler d'une histoire avec 2 millions d'argent. Faut s'accrocher là. Ah ouais, non, l'histoire va être incroyable. J'espère, Attila, parce que là, je suis occupé à vendre du rêve. Hein. Ok, ça va. D'autres inconvénients qu'on peut mettre en évidence? Un dernier tour de table là-dessus? On ne peut pas l'occuper. Si on occupe le bien à titre privé, on se dit c'est ma société qui paye, mais c'est moi qui vis dedans. Il y a ce qu'on appelle un avantage en nature. Hein, c'est un peu technique, mais c'est quelque part la société te donne un avantage de ne pas devoir payer de loyer. Or, tu risques de te retrouver avec l'administration sur le dos parce que la société n'a pas donné même à son gérant un bien gratuitement. Donc Anthony, on prend l'exemple des professions libérales. Tu parlais des dentistes souvent ou même des kinés. Oui. Parfois, ils ont leur cabinet qui est collé à la maison. Donc là, il y a une subtilité à savoir, c'est que... Il faut véritablement avoir, en fait, il y a un loyer, il y a en fait une valeur qui est en fait attribuée parce que précisément, c'est une forme de rémunération déguisée. Okay. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une gratuité de logement, mais alors effectivement, ça apparaît à un moment dans la feuille d'impôt, l'impôt des personnes physiques. Il y a même des cas où la personne physique paye un loyer à sa société, ça peut arriver, pour la partie privée. Comme ça, elle dit, voilà, regardez, moi je paye un loyer, il y a une partie professionnelle, ça c'est la société, c'est l'activité, et la partie privée, je paye un loyer tous les mois. Prenons mon cas exceptionnel. Exceptionnel. J'ai toujours investi mon argent dans mes sociétés. Aujourd'hui, ma société, elle cartonne et je me dis, tiens, j'ai envie de devenir propriétaire, c'est un de mes rêves. En privé, j'ai pas suffisamment d'argent, mais en société, je peux me le permettre. Et j'ai envie d'acheter ma maison, mon appartement. Pour y vivre, je peux pas? Si tu payes un loyer ou si tu considères que dans ta déclaration fiscale, tu renseignes dans ta déclaration fiscale que tu bénéficies de cet avantage en nature et sur lequel tu es taxé. Et il y aura une valeur et ce sera taxé. C'est une rémunération supplémentaire. D'accord. Tu vas être taxé à l'IPP et ça peut te coûter cher. Ouais, et donc, il faut prévoir une rémunération de dirigeant suffisante que pour payer l'impôt, parce que cet avantage en nature, c'est pas de l'argent qui arrive dans un compte bancaire. Donc, encore une fois, de ce que je comprends, ça s'improvise pas quand même, et il faut bien calculer, parce que tu disais par exemple que l'histoire de la plus-value, etc., ça veut dire aussi que on peut... il n'y a pas forcément toujours un intérêt à acheter en société parce que derrière, si on calcule les taxes, les machins, au final... Ça a les avantages de ses inconvénients. Okay. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déductibilité au début, mais quand on revend ou pour la transmission, il faut faire attention. Ok, dans un instant, on va parler de la fameuse transmission, succession, mais aussi quand on veut essayer de passer ce bien privé, ce bien en société en privé. On a une fois parlé d'une histoire d'usufruit, de nue propriété. Après 15 ans, ça nous revient. Ces petits montages fiscaux, vous allez m'éclairer là-dessus. Mais d'abord, Attila, on se détend, on déconnecte un peu. Une petite histoire. Ok, donc ma petite anecdote. Donc ici, la morale de l'histoire, ça va être, lorsqu'on a une société, il faut bien maîtriser tout ce qui est conseil d'administration, actionnariat, administrateur, etc. Et bien s'informer pour pas avoir des retours de flamme ou des petits problèmes à la sortie. Donc 2019, une dame me contacte. Elle me téléphone et me dit, monsieur, voilà, je vous contacte car vous avez été recommandé par un tel, je ne sais plus qui. Je vends les parts de ma société. Est-ce que vous rachetez des parts de société patrimoniales? Je dis oui, bien évidemment. On se donne rendez-vous, elle vient au bureau. Donc, elle me présente le produit qu'elle veut vendre. Donc, elle détient 25% d'une société patrimoniale qui détient 150 appartements et 250 boxes de garage. Donc, une valorisation vite faite, 30 millions d'euros d'actifs. Sur bilan, ça représente plus ou moins, après les amortissements, quand on fait une étude du bilan, etc., 20 millions d'euros, les parts sociales. Donc, elle me dit, est-ce que vous avez la capacité d'acheter ça? Je lui dis, peut-être, je dois réfléchir, on va voir. Bon, c'était un peu trop gros pour moi, mais je me suis dit, voilà, si l'affaire est intéressante, je peux toujours trouver les partenaires financiers derrière. C'est plus difficile de trouver l'affaire que l'argent. J'analyse le bilan. Elle me fait part, Elle m'explique qu'elle détient 25% et que son frère détient 75%. Comment? Donc le papa, qui était boucher à Anderlecht, s'est constitué au fur et à mesure de sa carrière un patrimoine immobilier. Il avait racheté quasi des rues entières de bâtiments. Okay. Le papa, lorsqu'il décède, il fait, je pense, un testament et il cède les parts de son entreprise à hauteur de ses 4 enfants, 25% chacun. Un des enfants est administrateur de la société. Au fur et à mesure du temps, il rachète les 25%
d'un de ses frères, puis il rachète les 25% de sa sœur, il a 75%. Sa sœur se retrouve avec 25%. Donc elle est minoritaire en termes d'actions. Depuis 10 ans, cette dame me dit, j'ai 25% des actions de cette société, mais je touche pas un bal. Donc ça vaut 5 millions d'euros, plus ou moins, ses parts, sur 20 millions d'euros. Elle me dit, je voudrais m'en défaire. Je dis, écoutez, madame, vous voulez vous en défaire, mais malheureusement, ça va être compliqué, parce que avoir juste 25% des parts sociales, c'est être minoritaire. Elle n'est pas dans le conseil d'administration. Elle a le droit juste de la fermer et voir et regarder son frère agir au sein de l'entreprise. Donc son frère, lui, chaque année, il avait 200 000 euros de revenus locatifs par an. Il fait son assemblée générale tout seul. Il décide de se verser 150 000 euros. Et les 50 000 euros restants, il les réinvestit dans l'entreprise. Donc elle me dit, moi j'ai 70 ans. Et j'ai dit, j'en ai marre. J'ai envie de vendre mes parts pour pouvoir profiter de cet argent. Je lui ai dit, écoutez, madame, vous avez 2 solutions. J'ai dit, soit vous assassinez votre frère et tous ses descendants. C'est pas dingue. Là, vous héritez de 75% des parts et vous avez le contrôle total de l'entreprise. Solution qu'on qualifiera d'expéditive. Voilà. Ou soit vous optez pour la deuxième solution. Vous me confiez la commercialisation de vos parts et je vais essayer de vous trouver une solution. Donc, heureusement, elle a opté pour la deuxième solution. Donc, je prends mon carnet d'adresse, je me dis, mais qui va oser acheter 25% d'une société qui est morte ? Je trouve une personne à Bruxelles qui est capable de le faire. C'est quelqu'un qui est fort actif dans l'immobilier. Il n'a pas très bonne presse. Il est en rouge chez plusieurs notaires. Mais en tout cas, il a eu le cran de mener à terme cette opération. On se retrouve à son bureau. Et là, il faut négocier le prix des parts. Mais à partir du moment où tu vends 25%, donc tu as 5 millions d'euros de parts pour lesquels, malheureusement, tu n'as droit à rien. Aucun salaire, aucun revenu. Tu peux juste la fermer. On fait la négociation. Pour finir, il achète les parts à 3 millions. Des parts qui valent plus ou moins 5 millions. Okay, parce que c'est des parts qui sont mortes. La dame accepte, elle dit c'est mieux 3 millions de quelque chose que 5 millions de rien. Okay. Alors ce qui est très très fort dans l'opération, c'est que ce monsieur contacte le frère. Il dit voilà, moi maintenant je suis le nouvel actionnaire dans ton entreprise, j'ai 25% de tes parts. Je veux racheter tes 75% restants. Il lui propose 10 millions, 11 millions, 12 millions, 14, 15. Le frère lui dit mais vous comprenez pas monsieur, je ne vous vends pas l'entreprise, j'ai hérité de ça de mon père, je ne vendrai jamais mes parts. Et à ce moment-là, il dit, écoute, j'ai valorisé tes 75% à 15 millions d'euros. Donc alors, rachète mes parts. Le frère rachète les parts à 5 millions. Ok, et donc... Parce que le frère et la sœur ne se parlaient pas. Ouais, c'est ça. Donc ici, voilà, la morale de l'histoire, c'est comme je l'ai expliqué. Il faut maîtriser l'actionnariat, il faut savoir comment fonctionne une entreprise pour pas se trouver dans des situations compliquées. Donc demain, maintenant, si tu vois des drames en première page de l'ADH, il faut pas courir maintenant à votre famille et puis vous dire, moi je veux voir le livre des parts, les actions, etc. Je vais être au courant. Mais voilà, si on sait pas comment fonctionne une société, on peut se retrouver avec des petits soucis techniques à la fin. Non mais Attila, ce qu'il dit, son histoire, elle se termine bien, heureusement, parce que le type, il achète les parts. Elle a quand même 3 millions au final. Non, mais elle s'en tire, elle doit faire la fête encore aujourd'hui avec ces 3 millions. Parce que pour le même prix, tu payes 3 millions, tu as 25% des parts, et ça peut être le status quo pendant des décennies. Et oui, tu as quelque chose qui vaut 5 que tu as acheté 3, mais tu n'en tires aucun revenu. Non. Et tu n'as moins de 25% plus une part. Donc 25% plus une part, tu commences à avoir une minorité de blocage, tu peux intervenir sur quelques trucs. Pas tout, jusqu'à 49%, grosso modo, comme a dit Attila, le droit de la fermer. Mais donc ce qui est important aussi, quand on parle de société, on parle ici, on a beaucoup parlé, je suis un entrepreneur, j'ai ma société, etc. Mais il y a des associés, il y a des administrateurs, les choses peuvent très vite se complexifier. T'en as un qui veut sortir parce que il a un accident de la vie, une autre opportunité, ben, tout ça peut très très vite se compliquer en société. Et c'est pour ça qu'il existe des avocats incroyables comme Anthony Bochon aujourd'hui. C'est surtout qu'effectivement cette anecdote elle est tout à fait pertinente parce que la dame avait 70 ans alors qu'effectivement quand il y a un blocage entre actionnaires, effectivement on se tourne vers les tribunaux, on peut forcer effectivement les actionnaires et normalement c'est les actionnaires majoritaires qui doivent racheter les minoritaires. Ouais. Parfois, l'inverse existe, mais c'est plutôt rock'n'roll. Mais par contre, ce qui évidemment prend du temps, ce sont ces procédures-là. Et on peut se retrouver bloqué pendant des années. Alors, avec une dame qui a 70 ans, elle était peut-être pas prête de voir la solution. L'évaluation aussi de la valeur des parts, c'est aussi quelque chose. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. Si j'ai un bâtiment d'1 million en privé, je te le vends, je vais te dire c'est 1 million. Tu as un négociateur, tu vas dire Eric, 920, je te le vendrai à 1,70 million parce que je suis comme ça. Si c'est en société que j'ai un bâtiment dans une société qui vaut 1 million, je ne vais pas te le vendre à 1 million. Parce que tu achètes des parts d'une société, il y a d'autres éléments qui font que tu vas avoir plus de mal à emprunter de l'argent, parce que tu vas acheter des parts par un bâtiment. Donc c'est déjà pas la même chose au niveau de la valorisation, même si c'est le même bâtiment. Alors c'est une information qui n'est pas très intéressante, mais qui m'intéresse sur cette transaction, Attila. Ouais.
Tu n'as pas offert cette affaire gracieusement. Mais non, j'allais pas laisser Alors, filer le poisson. quelle est la commission que tu as prise sur cette affaire, Attila? Sans langue de bois. Bah, les 2 millions, on vient de te le dire. Non. J'ai facturé pour mes prestations 180 000 euros. Ah bah voilà. Ce que ça n'a pas, c'est que ça a été assez vite. Écoute, En 6-8 semaines, c'était clôturé l'opération. pour un apporteur d'affaires, c'est Pas parfait. mal, hein. Et derrière, tu as racheté 3 autres Il maisons. verbalement, il m'a promis qu'il me verserait 200 000 euros en plus à la finalisation de l'opération. Il l'a toujours pas fait. Bien qu'il ait vendu les paires à l'autre frère. Écoute, vous Tu discuterez, veux qu'on aille le trouver? Mais bon, c'est verbal. vous discuterez en commentaire de cette Ouais. vidéo. On a un et bon aura avocat hâte qui Il se de- reconnaîtra s'il regarde l'émission. Bon, Anthony, dernier chapitre, parce que le temps avance hyper vite, il nous reste plus beaucoup de temps. Pourtant, c'est un chapitre qui est important. Rapidement, ces histoires je commence par quoi? La transmission, l'usufruit. On va vite faire la transmission. D'abord, comment ça se passe concrètement? La transmission, en fait, quand effectivement l'idée de céder, par exemple, à ses enfants, ses héritiers les plus directs, eh bien effectivement, il y a 2 options. La transmission après le décès, donc évidemment c'est l'héritage classique. C'est pas très intéressant en fait parce que bon, effectivement il y a quand même des droits de succession à payer dessus. Ce qui est très intéressant en fait avec le fait d'avoir un immeuble ou des immeubles en société, c'est qu'on peut faire une donation et la donation sera en ce cas mobilière et pas immobilière. Et là évidemment les pourcentages, les droits évidemment à payer sont très différents puisque là c'est comme si on donne de l'argent. Effectivement, on peut payer des droits de donation pour éviter effectivement les droits de succession classiques et donc c'est libératoire. Et effectivement, si on décède dans les 3 ans, on payera un peu plus, mais c'est malgré tout libératoire. Et donc, on peut se retrouver qu'une opération où on paye que 3% en fait de la valeur. Et si on reste en vie un certain nombre d'années, c'est évidemment très intéressant pour planifier sa succession au moment où on sait que finalement on a son patrimoine et on veut voir ses enfants déjà avoir la maîtrise du patrimoine familial. On avait fait un épisode sur les droits de succession, droits de donation que je vous invite à aller regarder. Juste 2 secondes pour que je comprenne bien. Moi, j'ai une société. J'ai bien compris que le bien appartenait à la société. En réalité, moi, ce que j'ai, c'est des parts de cette société. Oui, c'est vrai. Donc, quand je décède, mes héritiers, ils reprennent les parts. C'est vrai aussi. Donc, ils ont le bien automatiquement ou il y a aussi Ils une deviennent histoire propriétaires de la société. de l'entreprise Ouais, qui ouais. détient, hein. Ok, Mais mais l'immeuble reste dans la société. Mais donc, ouais, c'est ça. Et donc là, on va valoriser ça à un certain montant et ils vont être taxés là-dessus dans les droits de succession, c'est ça? Sauf si tu fais une donation. Sauf si tu fais une donation, c'est ça que t'as voulu Oui, dire. c'est Une donation ok. de ton vivant, tu peux pas faire une donation sur ton Ouais. lit de mort et puis rendre ton. Il y en a qui ont déjà fait ça. Ouais. Ça ne fonctionne malheureusement. Ouais, ou alors sinon, il y a aussi des autres techniques. C'est à partir d'un certain moment, on commence à intégrer les enfants, etc. dans la société. Ils travaillent au sein de la société. Automatiquement, ils deviennent détenteurs de parts, etc. C'est Ok. beaucoup plus facile. Hein. Céder les parts d'une entreprise, on prend le livre des actionnaires, on signe une convention, c'est 2 choses à faire, et on peut faire ça comme ça, là maintenant, en un quart d'heure. Céder un bâtiment, céder un bien immobilier, c'est un acte notarié, des recherches, etc. Et Davy, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est si par exemple je ne veux pas transmettre à mes enfants, ils ne sont pas intéressés, c'est qu'à terme, lorsque je vends mon entreprise, en Belgique, c'est pour ça qu'on considère la Belgique comme un paradis fiscal également, plus-value sur action, c'est non taxable. Ok. Donc si j'ai une boîte qui vaut 50 millions d'euros et je la revends à 65 ans, 50 millions d'euros, c'est net dans ma poche, je ne paye pas de taxes. Ok, donc autre avantage aussi, investir en société, c'est que forcément la boîte, elle gagne en valeur et donc si on la revend plus tard, Mais en on immobilier, si au-delà de 5 ans, non plus. Donc, Ok. Encore un cas concret, j'ai créé ma société et puis comme toute société, parfois à un moment donné, tu te lasses, t'as plus envie, ton business te saoule, mais par contre, tu avais acheté le bien dans lequel tu vivais. Et j'imagine comment de la négociation, tu peux dire, vous rachetez la société, mais je garde la maison. C'est des choses qui se négocient. ça se négocie, mais c'est problématique. Parce que là, la société doit se débarrasser, entre guillemets, céder le bien. Donc, celui qui va racheter l'activité va prendre la société et la société va revendre le bien, donc plus-value, donc taxation sur la plus-value. Oui, c'est ça, parce que donc ils vont être, enfin, la société va être taxée et le propriétaire, lui, il n'a pas vraiment d'avantage, il va racheter ce bien comme s'il l'avait racheté En fait, sur le marché classique. il y aurait même plutôt avantage dans un cas pareil à faire une cession de fonds de commerce. Hein. C'est ce qu'on appelle effectivement un asset deal en anglais plutôt qu'un share deal. Donc, plutôt que de céder les actions à la société, c'est garder la société où on n'a plus que l'immobilier dedans, mais tout l'opérationnel, le fonds de commerce, on le cède et par convention. Ça, c'est une opération fonds de qui est plus commerce intéressante. cédé égale plus-value, Oui, égale plus-value. égale taxation sur la plus-value. Ouais, mais ça reste toujours plus. J'imagine que c'est Tu moins fais cher. le contraire, quoi. Ok, tu fais le contraire. Pas mal ça. Ça, c'est malin. Je l'avais pas vu dans ce sens-là. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, Monsieur Beauchamp. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ou alors quand c'est pour ton logement privé Ouais. et que tu veux faire participer ta société, ce qui se fait avant on faisait les ventes, donc usufruit du propriété. Aujourd'hui le fisc est trop regardant là-dessus. Attends. Tu peux pas venir avec ça comme ça, ok. et le balayer comme ça. Non, parce que ça, c'est un montage qu'on entend beaucoup quand on parle avec des gens qui ont un peu d'expérience ou de l'ancien monde. Ils nous disent, frérot,
0, il y a l'usufruit, nue propriété, t'achètes et puis après 15 ans, boum, ça te revient. Qui peut me réexpliquer ce concept d'usufruit et de nue propriété? On l'avait déjà expliqué, je crois que c'était Grégoire qui était là, Renaud Grégoire, porte-parole des notaires, qui a dit les notaires n'aiment plus trop ça. Non, enfin, c'est compliqué. les notaires, ils s'en foutent, c'est surtout le fisc qui n'aime plus ça. Donc c'est quoi le montage? En fait, un bien, ça sépare en deux choses. La nue propriété, c'est les murs. On va dire ça comme ça, schématiquement. Et l'usufruit, c'est la possibilité d'avoir la jouissance du bien, de l'occuper, de le louer, de percevoir les loyers. Donc c'est deux choses qui sont séparées et quand on les combine, ça fait la pleine propriété. Alors, avoir des murs sans pouvoir rentrer dans la baraque, ça sert à rien, grosso modo. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ce genre de montage? Qu'est-ce qui était très à la mode, que j'ai d'ailleurs fait il y a 15 ans, c'est qu'on dit, les personnes physiques achètent les murs, la nue propriété, qui est valorisée moins cher, c'est la Nettement. petite partie. 5%, on va dire. Ouais, plus, on va dire, allez, même 15-20%. 15%. Et la société achète l'usufruit. Okay. L'usufruit pour 80%. Donc la société va payer, financer, déduire 80%. Sauf que l'usufruit, il n'est pas illimité. Il dure pendant une durée maximale qui est 15 ans, ça peut être renouvelable, mais disons 15 ans. Et donc, la société va payer, financer cet usufruit pendant 15 ans, et au terme des 15 ans, comme par magie, l'usufruit s'éteint de plein droit et la pleine propriété revient dans le chef des personnes physiques. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes physiques ont payé en personne physique une petite partie de la maison, la société a payé beaucoup plus et à la fin ils sont propriétaires de tout, donc c'est génial. Donc quand c'est génial, évidemment le fisc se fâche tout rouge et maintenant il faut quand même faire très 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 attention avec ce genre de montage. Attila, pourquoi il faut faire très attention maintenant? Pourquoi aujourd'hui le fisc n'aime pas ça? Est-ce que c'est encore faisable surtout aujourd'hui de faire ça? Non, parce qu'à l'époque on le faisait à tout va, mais l'essence même de cette vente nue propriété usufruit, c'est principalement acheter un bien qui a, au travers de ta société pour l'usufruit, qui a vraiment un intérêt économique pour ton entreprise. Ici, si ça à un moment donné, beaucoup de gens sont passés par ce système-là en achetant des immeubles de rapport, financés par leur entreprise. Ils avaient la nue propriété à 10%, et puis au bout de 15 ans, ils récupéraient l'entièreté du bien. Mais l'immeuble en soi, il n'avait aucune utilité pour l'activité économique du bien. Il était transporteur, par exemple, et il avait acheté un immeuble de rapport. Donc, si tu es transporteur et que tu achètes un bâtiment, des entrepôts, oui, là, il y a un sens à ce montage. Mais donc, il y a eu des abus et le fisc est devenu regardant et puis, donc, on le pratique de moins en moins. Par contre, ce qu'on fait maintenant, éventuellement, c'est intéressant aussi, c'est racheter un petit pourcentage en personne physique et acheter un pourcentage en société. Donc, on achète en indivision. Et le seul avantage que ça procure, c'est que la société, effectivement, va acheter le bien, elle va le financer, etc. Mais c'est qu'à terme, si on veut le sortir de sa société, on va payer que 1% de frais d'enregistrement à titre de sortie d'indivision. Plutôt que la société me vend le bien et je dois repayer 12,5% sur mon achat, je paye qu'1%. Ça, c'est très malin parce que ça veut dire aussi que si la chaudière, elle pète, je l'achète avec la société. Oui, bien sûr. La société va bénéficier des loyers, va entretenir le bien, etc. à hauteur de 90%, par exemple. Donc ça, c'est malin, moi, à hauteur de 10%, où je peux être propriétaire à hauteur de 5%. Mais le réel avantage, c'est que je pourrais racheter mon immeuble avec 1% de frais d'enregistrement. Il faut aussi qu'il y ait la justification économique, mais ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que de nouveau, si on a un bien à deux, qu'on a acheté 50-50, j'adorerais, Eric. Ce serait génial. On y va? On y va. On va chez le notaire. Non, mais si on fait ça, et qu'à ce moment, je dis, mais moi, j'ai envie de te céder ma part, et toi, tu es d'accord, la partie que je te cède, il n'y a que 1%, puisqu'on est déjà dedans. Donc, par contre, si on veut céder à notre ami Attila, lui, il va devoir payer 12,5 de nouveau. Ok. Vous conseillez ce montage, Anthony? C'est évidemment, il faut savoir bien se défendre en cas effectivement de contrôle fiscal. La justification, c'est important, mais ça peut se pratiquer. L'exemple même, les dirigeants d'entreprise qui font des réceptions chez eux et tout. Voilà, il y a quand même aussi une fonction professionnelle, parfois même au logement personnel. Il y a même la possibilité, moi c'est mon cas personnel, nous on avait obtenu un accord pour 1/3 de la maison. On a nos bureaux là, on a des bureaux, donc ils peuvent venir voir, il y a tout un étage professionnel. Donc là, il n'y avait aucun souci, tout était 1/3, 2/3. Donc les personnes physiques payaient 2/3 ou payaient 2/3 et la société 1/3. Et il n'y a pas de problème. Le fisc a réagi parce que comme souvent, il y a eu des abus et les gens utilisaient ce système à tout va. Il nous reste 2 minutes. L'histoire d'acheter le terrain en privé, faire construire en société. Attila, oui. Renonciation au droit d'accession. Rapidement, est-ce que tu peux expliquer, est-ce que c'est intéressant ou pas, pourquoi? C'est une formule qui va permettre, lorsqu'on est propriétaire d'un terrain, de faire financer la construction d'un entrepôt, d'une maison, quoi que ce soit, sur mon terrain. Et la renonciation au droit d'accession, c'est quoi? C'est sur un délai de minimum 5 ans, maximum 30 ans. C'est une espèce de droit de superficie. Alors, qui dit quoi? Qui dit tout ce qui est érigé sur mon foncier, mon terrain,
à l'échéance de notre accord, de la convention de RDA, tout ce qui est dessus me revient de plein droit. Donc, j'achète un terrain que je paye 100 000 balles, je fais construire par mon entreprise ou par ma société un bâtiment à 1 million d'euros. J'ai une convention qui va durer 15 ans. Au bout de 15 ans, donc lui, il a le droit de jouir mon terrain et de construire son terrain. Enfin, l'entreprise a le droit de jouir du terrain, construire son activité ou l'immeuble dessus et percevoir les loyers, les fruits, etc. Mais au bout de 15 ans, tout ce qui a été érigé sur mon terrain me revient de plein droit, à titre gratuit. Sympa aussi ça, Anthony. C'est un mécanisme qui évidemment est particulièrement intéressant pour les entreprises qui ont des besoins effectivement opérationnels et pour planifier aussi un peu la transmission de l'entreprise, le fait de céder à un moment donné l'activité. Au moins on est propriétaire immobilier à la fin. Bon l'équipe, je regarde le timing et je vois qu'on est déjà tout doucement même à la fin de cette émission. Donc on va terminer par l'after rapidement, dernier tour de table. S'il fallait retenir une chose, un conseil qui a été donné dans cette émission, ce serait lequel pour vous ? La meilleure chose qu'on ait dite dans cette émission. Moi, je dirais que l'optimisation de ses ressources, si on a une entreprise qui est active dans n'importe quel domaine, l'investissement dans l'immobilier, ça va permettre premièrement, à la fin de l'exercice comptable, immuniser une partie de ses plus-values, de son bénéfice imposable, de pouvoir le déduire. Et secondo, le deuxième avantage, c'est qu'investir dans des biens immobiliers va forcément être plus rentable pour une entreprise que de laisser son argent sur un compte épargne ou sur un compte d'investissement où les rendements sont très très faibles et alors qu'on peut aller chercher des rendements nettement supérieurs dans un bien immobilier. Résumé magnifique de cet épisode. Eric, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, il y a des avantages à acheter en société, mais il y a aussi des obligations et des inconvénients, donc il faut être prudent. Anthony, le conseil ultime, le dernier mot, il est pour toi. Bien monter son dossier pour quand on va trouver le banquier. Bah parfait. Merci Anthony, merci Attila, merci Eric. Cet épisode était très sympathique. On continue le débat et l'émission en commentaire de cet épisode. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, c'est le moment de les mettre puisque tous nos experts, et Eric adore ça, quand je lui envoie des petites questions à 2h du matin, il me répond en vidéo le lendemain. Donc allez-y. On est en podcast aussi sur toutes les plateformes de streaming. Vous prenez votre voiture le matin dans les emboutes à Bruxelles, vous vous ennuyez, écoutez-nous. Et puis les meilleurs moments sur Instagram et TikTok. On vous dit à très bientôt et on remercie nos partenaires. Évidemment, Imovlan, qui est avec nous depuis 2 saisons. Et j'entends des bruits de couloir comme quoi il y aurait une 3e saison avec toi encore et toujours. C'est sous embargo. C'est sous embargo. On m'a demandé de rien dire. Puis on remercie aussi Brico, PNV, Eloya et Belle Charge. Les amis, merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao.